Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 20h, voici les titres. En 2020 débute une guerre contre le Covid-19. En première ligne, le chef de l'État lance l'offensive sanitaire et économique. Des mesures restrictives sont prises. Le plan de résilience économique et sociale est mis en place. Retour sur ces faits marquants dans ce journal. Production et distribution du pain, une nouvelle réglementation est adoptée pour assainir le secteur de la boulangerie et promouvoir l'hygiène et la qualité. L'ex-international sénégalais Mbaye Leye est nommé entraîneur du Standard Liège, un club de première division en Belgique. Il devient le premier Sénégalais sur un banc de l'élite du football belge. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons sur le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Communiqué lu par Aramdo. Bonsoir. Bonsoir Oguiatou. Bonsoir. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 30 décembre 2020 au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État a adressé les condoléances de la nation aux familles et proches de compatriotes qui ont été récemment arrachés à notre affection. Il s'agit notamment de M. Pierre Ndiaye, secrétaire général du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, qui a fortement contribué à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent avec une compétence remarquable et un engagement républicain modèle. Il s'agit également de Seyda Mariama Ibrahim Agnès, une éducatrice exceptionnelle qui a participé de façon exemplaire au développement et au rayonnement du système éducatif national à travers ses établissements scolaires réputés par la qualité de leurs enseignements et encadrements. Le président de la République présente à cet égard ses condoléances au khalife général de Medina Baye, Cheikh Mohamedou Mahi Niasse, et à toute la communauté éducative. Le chef de l'État salue aussi la mémoire du général Mamadou Niang, un homme de devoir loyal, un soldat de la République, un patriote digne et généreux qui a toujours servi son pays avec engagement, dévouement et désintéressement. Abordant l'évolution de la pandémie de la Covid-19, le président de la République invite les populations à redoubler de vigilance, à observer en permanence les gestes barrières, de même que la limitation généralisée des rassemblements et réunions, afin d'arrêter la circulation actuelle du virus. Le chef de l'État demande à cet effet au ministre de la Santé et de l'Action sociale d'améliorer au quotidien la sensibilisation des communautés et de veiller à une prise en charge adéquate des patients dans les centres de traitement et les services des hôpitaux. À cet égard, le président de la République se félicite de l'inauguration hier du nouveau service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann, construit, équipé et fonctionnel en un temps record, avec la mobilisation de ressources exceptionnelles et l'engagement notable de bonne volonté, parmi lesquels le professeur Moussa Seydi et ses équipes. Le chef de l'État invite dans cet élan le ministre de la Santé et de l'Action sociale à accélérer les réformes du système de santé en vue de sa transformation rapide dans tous les domaines, en veillant à l'entretien adéquat des infrastructures et équipements, ainsi que la productivité optimale des personnels de santé, dans la perspective de la relance économique avec le déploiement du plan d'action prioritaire ajusté et accéléré PAP2A. Le président de la République encourage la reprise et l'intensification des activités économiques sur l'ensemble du territoire national, en particulier au niveau des sites de production artisanale et industrielle et des zones touristiques. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'État indique toute l'importance qu'il accorde à la stabilité sociale et à la relance du secteur du tourisme. Il demande à ce titre au ministre du Travail, en relation avec le ministre du Tourisme et les partenaires sociaux, de consolider le dialogue permanent entre toutes les parties prenantes afin de protéger les droits des travailleurs du secteur hôtelier durant cette période difficile liée à la pandémie de la Covid-19. Le président de la République engage le gouvernement, les ministres en charge du travail, de l'économie et du tourisme notamment, à initier la conclusion d'un pacte de stabilité sociale dans le secteur du tourisme, secteur qui doit jouer un rôle majeur dans la relance économique. Le chef de l'État demande enfin au ministre du Travail
de préparer la tenue en 2021 de la 3e édition de la conférence sociale selon un format innovant et inclusif. S'agissant du suivi de la coopération et des partenariats, le président de la République indique toute l'importance qu'il accorde à la réalisation du port de Ndayane. Il a à cet effet demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions appropriées afin d'assurer le lancement effectif au cours du premier semestre de 2021 des travaux de ce nouveau port en eau profonde développé par l'État du Sénégal, le port autonome de Dakar et le partenaire Dubaï Port World, DP World. Le chef de l'État indique au gouvernement l'impératif de finaliser en priorité le plan directeur d'urbanisme de cette nouvelle zone portuaire stratégique avec son hinterland, Bargny, Sendou, Yen, Toubab Dialaw, Daga Kholpa, Popenguine, Ndayane, qui deviendra un pôle économique et industriel international de référence. Le président de la République a ainsi rappelé l'urgence de la mise en cohérence de ce plan directeur d'urbanisme avec le plan national d'aménagement et de développement des territoires, PNADT, adopté en Conseil des ministres le 24 janvier 2020. Le chef de l'État a informé le Conseil avoir signé des décrets portant dénomination des infrastructures publiques suivantes: Université du futur africain, UFA, Abdoulaye Wade, École nationale de la statistique et de l'analyse économique, NSAE, Pierre Ndiaye, D'art moderne public de Taïba Niassène, Seyda Mariama Ibrahima Niass. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique. Au titre des communications. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives présidentielles. Le ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur l'exécution budgétaire 2020 et le fonds force Covid-19. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur la situation de la pandémie Covid-19. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait une communication sur la campagne de commercialisation de l'arachide. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a fait une communication sur le programme de 100 000 logements. Le ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises a fait une communication sur la mise en service du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi fixant les règles d'applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Madame Fatou Diané, économiste, précédemment directeur de la réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés des RSFD, est nommée coordonnateur national du programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal, Promise, en remplacement de Madame Yaye Fatou Diagne, appelée à d'autres fonctions. Monsieur Begong Bodoli Bettina, matricule de solde numéro 607-855O, enseignant à l'UFR des lettres et sciences humaines de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé professeur titulaire de classe normale pour compter du 1er octobre 2015. Monsieur Boubacar Kamara, matricule de solde numéro 607-981K, enseignant-chercheur à l'UFR des lettres et sciences humaines de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé professeur titulaire de classe normale pour compter du 1er octobre 2016. Monsieur Mohamedou Mauloud Diakhaté, matricule de solde numéro 607-839N, enseignant-chercheur à l'UFR des lettres et sciences humaines de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé professeur titulaire de classe normale pour compter du 1er octobre 2016. Monsieur Cher Sambawad, matricule de solde numéro 607-982A, enseignant-chercheur à l'UFR des lettres et sciences humaines de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé professeur titulaire de classe normale pour compter du 1er octobre 2019. Monsieur Mamadou Felouine Sarr, matricule de solde numéro 609-967E, enseignant-chercheur à l'UFR de sciences économiques
et de gestion de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis est nommé professeur titulaire de classe normale pour compter du 1er octobre 2017. Madame Dey Meridja, matricule de solde numéro 605 988B, enseignante à l'UFR des sciences de la santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommée dans les fonctions de professeur titulaire à compter du 1er octobre 2019. Monsieur Ibrahima Konaté, matricule de solde numéro 605 987C, enseignant à l'UFR des sciences de la santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé dans les fonctions de professeur titulaire à compter du 1er octobre 2016. Monsieur Adama Khan, matricule de solde numéro 605 985E, enseignant à l'UFR des sciences de la santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé dans les fonctions de professeur titulaire à compter du 1er octobre 2016. Monsieur Abdoulaye Ndoye Diop, matricule de solde numéro 605 986D, enseignant-chercheur à l'UFR des sciences de la santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé dans les fonctions de professeur titulaire de classe normale pour compter du 1er octobre 2016. Et c'était le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi avec Karam Daou. Merci. 2020, voilà une année marquée par une crise sanitaire qui aura soulevé l'ordre mondial. Au Sénégal, la gestion du Covid-19 a connu des étapes cruciales, notamment dans l'approche au plus haut niveau. Le chef de l'État a été en première ligne dans cette guerre contre un ennemi invisible mais redoutable. Les premières décisions ont permis à notre pays de contenir la maladie à travers d'importantes mesures rappelées ici par Papa Biram Piguenyaï. 3 février 2020. La décision est tombée pendant que le coronavirus commençait à faire trembler le monde. J'ai une pensée très grande à l'égard de nos compatriotes, aussi qui vivent à Wuhan. Wuhan, épicentre du Covid-19, où résident 13 étudiants sénégalais, constitue un risque, mais surtout un rapatriement au péril de la vie de millions de Sénégalais. La question du rapatriement a été posée, elle n'est pas simple. Un mois plus tard, le Covid-19 s'empare de toute la planète et notre pays n'y échappe pas. 2 mars 2020, le chef de l'État convoque un conseil présidentiel, puis annonce la nouvelle. Au moment où nous tenons ce conseil présidentiel sur l'épidémie de coronavirus, les services de santé, à travers aussi l'Institut Pasteur de Dakar, nous ont signalé un cas suspect qui est en cours de validation. Le Comité national de gestion des épidémies est créé et le président de la République met en place un fonds de résilience pour faire face à la maladie. Une enveloppe de 1 440 milliards de francs CFA pour financer le plan national de riposte. Près de 2 semaines après, la situation prend une nouvelle tournure, les cas augmentent et le chef de l'État convoque un autre conseil présidentiel avec 3 décisions phares. Interdiction de toutes les manifestations publiques, suspension des enseignements dans les écoles et universités et toutes les formalités liées au pèlerinage pour 2020 au lieu saint de l'islam et de la chrétienté sont suspendues. Dans la foulée, en Conseil des ministres, le président de la République décide de créer un fonds de solidarité contre les effets du Covid, force Covid-19. Un comité de croissance et de veille économique est également mis en place. Il y a aussi la suspension des vols en provenance et à destination des pays où la pandémie sévit sur le plan national. Le 19 mars 2020, le Sénégal décide de fermer totalement son espace aérien. Décision qui s'explique par l'augmentation des cas importés. Et le 23 mars 2020, le président de la République Macky Sall s'adresse à la nation sénégalaise. Mes chers compatriotes, le ton est grave, le Sénégal entre en guerre contre l'ennemi. Un ennemi invisible, mais qui sème la mort et la désolation partout où il passe. Le commandant en chef déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national, assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h. Le président de la République décide alors de soumettre à l'Assemblée nationale un projet de loi habilitant le chef de l'État à prendre des mesures d'ordre budgétaire, économique, social, sanitaire et sécuritaire de la lutte contre le Covid-19. Et puis le fonds Force Covid-19 est doté d'une enveloppe de 1 000 milliards de francs CFA dans le cadre de la riposte. La riposte est également économique puisque la pandémie plonge tous les pays du monde dans une crise sans précédent.
et les économies africaines sont les plus fragilisées. D'où l'appel du Dakar lancé par le président Macky Sall à la communauté internationale pour l'annulation de la dette africaine. Le plan de résilience économique et sociale a été le marqueur de la gestion de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Le presse, initié par le président Macky Sall, a permis d'asseoir une résistance et d'envisager une relance de l'économie au Marnig. Dans la gestion de la pandémie de coronavirus, le Sénégal ne s'est donc pas contenté de subir. Face à l'urgence, une résistance vigoureuse a été apportée sous l'impulsion du président Macky Sall. Mes chers compatriotes, le 3 avril a été une date repère dans cette riposte. Dans son message à la nation, à la veille de la fête de l'indépendance, le chef de l'État annonce un plan de résilience économique et sociale. 64 milliards en soutien au secteur de la santé, 18 milliards pour la prise en charge des factures d'eau et d'électricité de 670 ménages, 12 milliards 500 à la diaspora, 69 milliards destinés à l'achat de vivres. Dans le cadre de la stabilité macroéconomique, la trésorerie des entreprises est renforcée, en plus des remises fiscales et autres allègements de procédures de financement. Mieux, le président Macky Sall prend une ordonnance en vue de préserver les emplois pendant cette période de crise. Pendant ce temps, les mesures restrictives se poursuivent, mais ça ne pouvait pas continuer puisque le virus est encore là pour longtemps. Ainsi, après 2 mois de mise à l'épreuve, le chef de l'État prend des mesures d'adaptation. Dans une nouvelle prise de parole, le président Macky Sall annonce l'assouplissement des conditions de l'état d'urgence. Avec le réaménagement des heures du couvre-feu, la réouverture organisée des marchés et des lieux de culte, la reprise des cours pour les classes d'examen en respect du protocole sanitaire et un dispositif à prendre à la maison pour les classes intermédiaires. La gestion graduelle de la crise se poursuit sur 2 fronts, celui de la santé et celui de l'économie. Tenant compte de cette double nécessité vitale, le président Macky Sall décide de lever l'état d'urgence et le couvre-feu le 30 juin 2020. À ce moment-là, le chef de l'État pensait à la relance économique sur laquelle le gouvernement travaillait déjà. Une relance irréversible, car il faut reprendre la croissance en prenant appui sur nos bases productives. Non sans perdre de vue que l'urgence sanitaire est toujours là et la lutte doit se poursuivre. La recrudescence des cas de contamination en cette fin d'année en est une illustration parfaite. En diplomatie, l'actualité 2020 peut être classée en 3 rubriques. La lutte anti-Covid, où le leadership sénégalais est avéré, le bon voisinage et l'ouverture. Pas d'exclusion et pas d'exclusivité, une doctrine chère au président Macky Sall. Le Sénégal reste ouvert à tous les courants de partenariat, mais dans la confiance, le respect réciproque et les avantages mutuellement bénéfiques. La rétro 2020 en diplomatie porte la signature de Aboubakry Kane. La situation inédite dans laquelle la crise sanitaire de la Covid-19 a plongé l'humanité n'a pas épargné les relations internationales. L'année 2020 aura ainsi été marquée par une diplomatie de combat anti-Covid. Aussi bien au niveau régional qu'au niveau sous-régional, le président Macky Sall a été en première ligne de la riposte en raison de son leadership reconnu dans la lutte anti-Covid. En témoigne sa participation à 3 réunions de bureau de l'Union africaine auxquelles le président Cyril Ramaphosa a tenu à l'associer, alors même que le Sénégal n'est pas actuellement membre du bureau de l'instance continentale. La CEDEAO a aussi mené différentes concertations pour faire face aux difficultés sanitaires et économiques engendrées par la pandémie. Pour son seul sommet en présentiel de l'année, en plus de la Covid-19, la CEDEAO a examiné entre autres des questions liées à la lutte contre le terrorisme et à la situation sociopolitique du Mali. 2020, c'est aussi une année de diplomatie communautaire et de bon voisinage, marquée notamment par la participation active du président Sall à la recherche de solutions suite au coup d'État intervenu au Mali. Ses visites officielles en République islamique de Mauritanie et en Guinée-Bissau, la réception de son homologue bissau-guinéen et celle du président de la transition au Mali, Bandao. Dans ce même registre, la 2e édition du Conseil présidentiel sénégalo-gambien tenu à Dakar sous la présidence des 2 chefs d'État. Il a permis aux 2 parties d'examiner d'importants sujets d'intérêt commun, confortant ainsi le renforcement des liens exceptionnels au sein de la famille sénégambienne.
Le Sénégal a en outre poursuivi sa politique d'ouverture, de consolidation et de diversification, suivant la doctrine de non-exclusion et de non-exclusivité du président Macky Sall. Ainsi, en janvier 2020, le président Macky Sall a été l'invité spécial de la réunion annuelle de la puissante association des PME allemandes. Occasion pour lui de décliner sa vision des échanges entre les deux pays, notamment dans l'esprit de l'initiative Compact with Africa, visant à encourager les échanges et l'investissement en Afrique. Autre fait saillant de la diplomatie sénégalaise au plus haut niveau, la visite du président Sall aux Émirats arabes unis, sa participation au sommet virtuel Chine-Afrique consacré à la solidarité dans la lutte anti-Covid, à la réunion annuelle du MEDEF comme invité spécial, au Forum de Paris sur la paix au cours duquel il a appelé au respect de la diversité des valeurs et du dialogue des cultures et des civilisations. Toujours sur fond d'ouverture et de diversification, le président Sall a reçu en visite officielle à Dakar le président Recep Tayyip Erdogan de la Turquie et le premier ministre canadien Justin Trudeau. Une des retombées directes de cette visite, la relance imminente de l'important projet de réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda avec des partenaires canadiens. Enfin, 2020 aura vu la diplomatie sénégalaise changer de look avec la nomination pour la première fois d'une femme à la tête du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Et pour être complet, la rédaction vous propose ce soir un débat sur la rétrospective 2020 avec Ibrahima Diédhiou. Bonsoir. Avec vos invités, vous allez, Ibrahima, décrypter les faits marquants de l'année qui s'achève. Pour l'économie sénégalaise qui était dans une dynamique de croissance. Jusque-là, le pays a résisté et veut passer de la résilience à la relance, puisque cette année lugubre, ce tableau noir comme celui que vous voyez derrière moi, cet écran, aujourd'hui sera l'objet de notre débat avec l'honorable député Abdou Mbow Yakham-Bey, directeur général du quotidien national Le Soleil, mais également le professeur Djiby Diakhaté, sociologue. Nous aurons également Souleymane Niang, directeur de l'information TFM, et Oumar Diao, journaliste qui est ici à la RTS. Et tout cela, c'est pour parler de l'actualité de l'année 2020, la décrypter avec justement ces personnes qui sont connues dans le milieu des médias. Nous allons parler des mesures prises par l'État du Sénégal pour faire face à cette pandémie qui a surpris plus d'un. Nous allons parler notamment de l'économie, de la politique avec l'entrée, justement, les retrouvailles Idrissa Seck et le président Macky Sall. Idrissa Seck qui vient justement occuper le poste de président du Conseil économique, social et environnemental. Nous aurons également à parler de la sortie de celle qu'il a remplacée, notamment Mimi Touré, sa sortie et la décentralisation, la suppression des villes, des élections, mais également la diplomatie sénégalaise, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et ce sera l'objet de ce débat qui sera sans doute à la hauteur de vos attentes, Rougui Atouba. Merci Ibrahima Diédhiou. Rendez-vous juste après ce journal. À Ziguinchor, la période est propice aux campagnes de nuit pour les pêcheurs. Au lever du jour, le poisson se fait rare, les clients aussi se font désirer. Constat dans ce reportage au quai de pêche de Boudodi avec Abdoulaye Sinkare. Au quai de pêche de Boudodi, les dernières pirogues de la matinée viennent de débarquer leur prise. Sur la disponibilité du poisson, les avis sont partagés. waaw am nañu marchandise waaw am na yenn saa yi nag day xaw a manqué ñun suñu gaal yi léeg-léeg bu ñu nappee bu affaire yi foofu baaxul tamit dañuy déplacé wu. période bi moom du période boo xam ne day bari jën muy gën a am jën xanaa côté Kafountine Cap Skirring mais fii moom baragul jën noonu daal parce que campagne bi jeex na. Pour certains, le poisson est bien là, mais il suffit de le guetter aux heures indiquées. En pleine nuit, par exemple. ay heure la maanaam bu lëndëm gi duggee jën dina am bu lëndëm gi jeexee leer gi dugg moom foofu jën day daal di manqué instant bi ñu toll nii ndax moo li instant bi ñu toll nii dañuy fanaane dañ daan xëy ma heure bi heure fanaane la boo xamante ni leer gi taxaw na weer bi taxaw na jën bi dafay xaw a manqué instant bi ñu toll nii jamono bi ñu toll nii lëndëm bi passé nag tuuti sompat moo feeñoon Kafountine waaye instant bi ñu toll nii moom taxaw na. Ici, les acteurs sont unanimes, les clients se font rares
Une situation qu'ils expliquent en partie par la crise du coronavirus. Comme si par bi ñuy liggéey nii dañ koy exporter te restaurant yu bëri ñoom ñoo koy consommer. Kon hôtel yi bu tëjee hôtel yi mooy base bi ak exportation yóbbu ko Europe comme bu dee ñooñu liggéeyuñu kon suñu liggéey day am gàllankoor. dañ doon liggéey ak hôtel yi bu baax dañ fi daan ñëw bu ñëwee dañuy jënd jën lu bari jënd sipax jënd lépp yóbbu mais instant bi ñu toll nii comme que touriste amul li nga xamante ni moom laa ñëw daan ñëw di jënd si fii demeewul noonu instant bi ñu toll nii wax dëgg yàlla xaw na dëgër daal. Au quai de pêche de Budodi, les acteurs déplorent l'étroitesse des lieux. Ils souhaitent disposer de plus d'espace. Le ministre du Pétrole et des Énergies à la rencontre des butaniers. Madame Sophie Gladima a visité 6 sociétés. Une visite lui a permis de relever les difficultés auxquelles les butaniers sont confrontés. Lamine Touré. Une visite au planning très serré, les butaniers à l'honneur. Total Gaz, la première étape. Ici, le ministre du Pétrole et des Énergies a visité le système d'emplissage du centre d'une capacité de 150 tonnes jour. Ensuite, Puma Énergie, Touba Gaz, Lobo Mamdiara-Bousso, des entreprises sénégalaises qui excellent dans le secteur de la commercialisation du produit. La sécurité fait partie du quotidien de ces sociétés. Nous disposons d'outils de stockage performants. Ces réservoirs financés à coups de milliards peuvent contenir chacun 6 000 tonnes de gaz butane. À la sénégalaise de stockage Senstock, une société nationale à la pointe de l'innovation, ici, tout est automatisé, de la commande au chargement des camions. Nous avons automatisé tout ce qui est gestion des stocks avec un logiciel qui s'appelle Petrostock. Les chargements sont automatisés. Aujourd'hui, quand un client nous envoie donc, sa commande, donc, nous avons traduit cette commande-là sur un badge. Et le chauffeur apporte le badge au niveau du post-chargement, le camion est rempli. À la Société africaine de raffinage, les installations de la SAR ont été visitées à bord de ce bus. L'occasion pour nous d'échanger avec Madame le ministre sur les problématiques auxquelles la SAR fait face. Et c'est des problématiques en fait, qui nous amènent à engager une mutation technique, logistique, mais aussi technologique. À Petrosen, l'autorité a eu droit à une présentation des résultats de recherche en matière de pétrole et de gaz. Le ministre du Pétrole et des Énergies s'est réjoui du dynamisme constaté dans le secteur des hydrocarbures. Un service névralgique pour notre pays où nous voyons des Sénégalais qui ont investi ce secteur et qui réussissent bien ce travail. Ils ont des doléances, c'était par rapport aux bouteilles de gaz, parce qu'effectivement aujourd'hui, ces bouteilles qu'on retrouve en dehors de notre pays, je pense qu'il y a vraiment une réglementation à faire au niveau de la CEDEAO, parce que quand même l'État du Sénégal subventionne ces bouteilles, il n'y a pas de raison que ces bouteilles se retrouvent à l'étranger. Après les hydrocarbures, elle se rendra à la Sénélec pour une visite de prise de contact. La reprise du chantier de la Cour des comptes, le siège de cette juridiction sera livré dans 7 mois. C'est une entreprise sénégalaise qui est chargée de finaliser les travaux qui étaient à l'arrêt. Hamidou Diop. Les travaux devraient durer 2 ans. 8 ans après, le bâtiment est toujours à 90% d'exécution. Le nouveau siège de la Cour des comptes, un bijou architectural que les autorités veulent finaliser et le livrer aux magistrats chargés de veiller sur les finances publiques. Aujourd'hui, les travaux ont repris. L'équipe que je dirige au niveau de cette agence a mis les bouchées doubles. La mobilisation a été permanente. Nous avons fait dans des délais records le nécessaire pour avoir l'entreprise souhaitée. Et je pense que depuis que cette entreprise a entamé les travaux, nous sommes totalement satisfaits. Satisfaits pour la simple et bonne raison que tous les accords de principe sur lesquels on était arrivé ont été respectés. Et je pense que peut-être dans quelques jours, ce sera la vitesse maximale qui va être atteinte. Les représentants de la Cour des comptes ont participé à cette visite de chantier, l'occasion de voir tout ce qui est prévu pour la Cour. Un bâtiment de 9 niveaux avec 2 sous-sols et 232 bureaux, le tout sur 17 000 m². La Cour des comptes aujourd'hui, à terme en tout cas, elle va compter 500 à 700 personnes. Cela veut dire que
ce bâtiment, il est en réalité à la dimension de la Cour des comptes. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est sur la base de ce que nous appelons une préférence nationale. Nous espérons que ces délais seront respectés parce qu'il y va même de la crédibilité de la préférence nationale. Une prise chargée de faire les travaux s'est engagée pour 7 mois ou plus tard, au mois de juin 2021. La Cour des comptes va aménager dans ces nouveaux locaux. Pour éviter une désorganisation dans la production et la distribution du pain, une nouvelle réglementation a été adoptée. Sa mise en œuvre va permettre d'assainir le secteur et de promouvoir l'hygiène et la qualité. Un comité régional de développement a été présidé à cet effet par le ministre du Commerce et des PME, Louis-Philippe Sagna. C'est une suite logique après avoir fait le tour du pays pour vulgariser cette nouvelle réglementation du secteur de la boulangerie. Meuniers, boulangers, associations de consommateurs, autorités administratives, tous ont voulu échanger sur cette question cruciale. Désormais, au Sénégal, l'accès à la profession est contrôlé pour le boulanger, pour le distributeur du pain. Et tout le décret est basé aussi sur l'hygiène. L'hygiène dans la production, l'hygiène dans la distribution, l'hygiène dans la vente du pain. Même dans la sous-région, on est en train de copier pour vous dire que le Sénégal est un exemple. Il faut qu'on fasse tout pour que ça soit une réalité. L'assainissement de ce secteur, qui génère plus de 30 000 emplois directs dans près de 2000 unités, va permettre d'éradiquer l'anarchie. Cette réglementation aujourd'hui nous autorise à croire que ce secteur va enfin se moderniser et permettre à tous les acteurs de pouvoir gagner leur vie, de pouvoir s'épanouir dans ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont toujours fait. La nouvelle réglementation ouvre la voie à la modernisation et à la création d'emplois. Dans la première phase, nous avons octroyé un financement global de 1,87 657 845 francs CFA pour 8 régions touchées sur l'ensemble du territoire national et ça va concerner 44 boulangeries qui seront financées et modernisées. Et le financement, ce n'est qu'un début. Si ça marche et que vous avez besoin de 2-3 milliards, on les met à votre disposition dès 2021. Il a fallu plus de 100 réunions pour aboutir à ce consensus. Une démarche participative menée de main de maître par le ministère du Commerce et des PME. Les instructions données par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce qui concerne le secteur, au-delà des réformes réglementaires, visent à assainir, moderniser et offrir une nouvelle image de la boulangerie et de ses produits aux Sénégalais. Une boulangerie assainie et moderne entraîne la consolidation et la création par l'attractivité du métier de milliers d'emplois pour les jeunes en quête d'insertion. La promotion et la valorisation de la consommation de nos produits locaux dans les activités de la boulangerie. Assom Aminata Diatta a réaffirmé que ce nouveau dispositif vise à encourager une concurrence saine. La promotion de l'hygiène et de la qualité y occupe également une place privilégiée. La sauvegarde de la mémoire collective, la RTS, en fait un credo. La radiodiffusion télévision sénégalaise a lancé hier son musée de l'audiovisuel, un projet pour valoriser un précieux patrimoine d'Aïdaïdja. Le lancement du musée de la RTS et de RTSAR était l'occasion de retrouver tous ces visages perdus de vue que la radio-télévision sénégalaise a réhabilités dans son musée. Une fête sobre au cours de laquelle les autorités ont magnifié cette belle trouvaille. Aujourd'hui, on nous a plongé dans notre passé. Aujourd'hui, l'histoire du Sénégal est liée. L'histoire de la RTS est liée à l'histoire du Sénégal. Aujourd'hui, encore une fois, tous les techniciens ici qui ont travaillé dans le passé, qui ont fait l'histoire de la radio, qui ont fait l'histoire de la télévision avec tout ce matériel, je crois que ça, c'est quelque chose à saluer pour mettre à la disponibilité du public toute l'histoire de notre passé en radio et en télé. Depuis 81 ans pour la radio, 48 ans pour la télé, se sont côtoyés et se côtoient encore des hommes, des femmes, des visages, connus ou inconnus, des voix, de belles voix. Ici se croisent depuis toutes ces années
des destins, des itinéraires, des savoirs, mais aussi des savoir-faire. Harala, le nom de l'exposition, des pièces d'une portée historique exposées dans le hall de la RTS. L'exposition est subdivisée en 3 séquences. Il y a d'abord ce que j'appelle les objets patrimoine. Les instruments de la radio et de la télé transitent d'une ancienne valeur d'usage vers une nouvelle valeur symbolique. Ces caméras, micros, lecteurs ont vu et écouté, capturé et consigné des éclats d'histoire. Réfléchir, c'est s'inspirer. C'est trouver le moyen d'expliquer à tous et donc d'exposer ses idées. C'est dans l'esprit des hommes que se façonne le monde, l'humanité dans sa forme la plus humanoïde, à l'image du céramiste qui malaxe, pétrit et donne sens à sa matière. Et cette excellente et utile initiative que nous partageons aujourd'hui avec vous, intitulée RTS Art. L'exposition se veut dynamique. C'est un musée embryonnaire donc, en attendant la construction du musée de la RTS. La radio-télévision sénégalaise appelle encore les populations à contribuer pour recevoir des objets d'une portée historique. Mais RTS Art se veut beaucoup plus global et englobe tout le voisinage de l'institution. La RTS a donc lancé hier son musée de l'audiovisuel. Alun Badara Thiam, alias Akon, est lui désigné ambassadeur du futur musée Cheikh Ahmadou Bamba de Touba. La maquette de l'infrastructure lui a été présentée et ce musée permettra de préserver et de valoriser le legs du Cheikh Fatou Diouf. Touba honore Akon en le désignant comme ambassadeur du musée Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. La maquette dévoile un ouvrage majestueux où sera rassemblé l'ensemble des objets de Khadimoul Rassoul. La star planétaire a un grand rôle à jouer dans la réalisation de cette infrastructure. En tant que star mondiale et fils du pays, dont la notoriété et l'aura à l'échelon planétaire ne sont plus à démontrer, nous avons pensé logique et normal de solliciter votre soutien à ce noble projet. À l'instar des actions louables que vous menez à travers le monde en vue d'un développement concret de notre continent. En effet, le projet gagnerait toujours à obtenir l'appui des personnalités de votre rang. C'est la raison pour laquelle je viens vous proposer solennellement le statut d'ambassadeur itinérant du projet Musée Cheikh Ahmadou Bamba. Talibé mouride, patriote et panafricaniste, Alun Badara Thiam dit Akon accepte cette mission. Il s'engage à apporter sa pierre à cet édifice qui sera construit sur une superficie de 19 000 mètres carrés. Sur la maquette, 2 bâtiments symbolisent le départ et le retour en exil de Serigne Touba. I think when you look at Senegal, it's not a secret why it's the most. Quand on voit le Sénégal et la sécurité qu'il y a comparé aux autres pays qui nous entourent, avec les conflits et même en dehors de l'Afrique, on se rend compte qu'il y a véritablement de la spiritualité, la grâce divine au Sénégal. The best person that we can become, utilizing and making every step that we take forward with Allah's grace and the most powerful spiritual prophets in the world. Et la place qu'occupe Cheikh Ahmadou Bamba dans notre vie et ce qu'il représente pour moi, participer à la réalisation d'une telle œuvre renferme des avantages spirituels que j'ai toujours cherchés. Et c'est sur cette voie que je compte marcher pour avoir le succès. Confidence to know that everything that we set our foot towards and everything that we try to do will be successful. Salle multimédia, salle de conférence, 2000 places, centre de recherche et une grande bibliothèque, voilà entre autres équipements du musée de Touba. Auparavant, Akon et sa délégation ont admiré les belles expositions du musée des civilisations noires.
Et cette bonne nouvelle pour la communauté artistique, le projet de loi portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture a été adopté cet après-midi. Cette loi va permettre au Sénégal d'introduire dans sa législation des mesures phares pour la réglementation de l'emploi et l'amélioration des conditions de travail et de vie des artistes. Voici quelques réactions à ce sujet. L'histoire retiendra que la volonté politique du gouvernement du Sénégal qui consistait à donner un véritable statut à nos artistes, ces artistes qui nous ont offert tout le plaisir du monde. Et je crois que quand on parle du Sénégal, dans l'histoire du Sénégal, c'est à cause du talent de ses concitoyens. Aujourd'hui, c'est ça qui vient d'être restitué. L'Assemblée nationale nous est honorée d'aujourd'hui de faire passer la loi sur le statut de l'artiste, qui va changer aujourd'hui l'ensemble des métiers qui sont liés aux métiers de la musique, aux métiers des artistes du Sénégal. Je crois que c'est vous aussi vous féliciter parce que ça a été un travail d'ensemble où toutes les équipes se sont retrouvées, réfléchir ensemble depuis une année. Ensuite, on se dit, enfin, on va passer au next step maintenant. Je vous félicite, vous aussi, tous qui ont travaillé autour de ce projet-là. Et je félicite et remercie le président de la République, le premier protecteur des arts et des lettres, qui a tenu à vous accompagner. Remercier les efforts du président de la République, M. Macky Sall, mais aussi féliciter et encourager le ministre Abdoulaye Diop pour son pragmatisme. Mais aussi rappeler que c'est un effort qui a été mené, un combat qui a été mené par nos grands frères. Et jusque-là, nous avons pris le relais. C'est un moment historique. Donc, c'est une preuve que le chef de l'État et son gouvernement reconnaissent vraiment la contribution des artistes à l'épanouissement culturel, politique, économique du Sénégal. Donc, c'est un moment historique. Ça prouve que le président Macky Sall est actuellement le meilleur président pour les acteurs culturels. Et ça a été un réel plaisir pour moi de venir assister à cette séance et de voir qu'in fine, cette loi est passée. Donc déjà, c'est un grand progrès, un grand bond pour la musique. Et puis ensuite, on ose espérer qu'il y aurait des lendemains meilleurs. Voilà, c'était quelques réactions après l'adoption cet après-midi du projet de loi portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture. La cellule genre et équité du ministère du Tourisme et des Transports aériens a tenu ce matin un atelier. Objectif de cette rencontre, amener les membres de cette cellule à s'approprier l'approche genre. Youssouf Kaba. À travers cette rencontre de renforcement de capacité, la cellule genre du ministère du Tourisme et des Transports aériens vise à renforcer l'appropriation par ses membres de la stratégie nationale d'équité et d'égalité de genre. À peine d'être installée, elle prend des initiatives, mais elle participe à tous nos cadres d'échange et d'interaction sur la politique genre. Aujourd'hui, l'initiative qu'elle a prise de renforcer les capacités des membres de la cellule genre et équité est une pertinente initiative dans la mesure où les membres de la cellule doivent s'approprier d'abord l'instrument politique. Cette structure, créée en mai 2020, a pour mission l'élaboration d'un plan d'action annuel, la prise en compte des besoins et intérêts des femmes et des hommes, mais aussi appuyer l'entrepreneuriat féminin, entre autres. Une cellule qui existe également dans tous les ministères. Nous faisons partie des 11 cellules genre qui n'avaient pas été encore installées. Et il fallait donc avoir beaucoup d'ambition. Il fallait d'abord l'installer, mais les capacités. Et c'est dans cet ordre d'idée que cet atelier de renforcement de capacité des membres de la cellule genre du tourisme et des transports aériens a eu lieu. Le but ultime de la cellule genre est d'accroître les retombées positives du développement touristique et des transports aériens sur la vie des femmes. Elle cherche ainsi à promouvoir et à parvenir à l'égalité des sexes à travers les politiques de développement économique et social. Le comité de pilotage du PNDL a tenu sa 21e session, une rencontre pour valider l'exécution technique et financière et procéder au suivi des recommandations. Au terme de la session, le comité de pilotage s'est félicité du taux d'exécution du programme sur les collectivités territoriales. Hamidou Diop. Les résultats du PNDL ont été partagés durant cette 21e session statutaire du comité de pilotage. Une gestion axée sur les résultats et un saut qualitatif ont été notés durant l'année, en filigrane les attentes des parties prenantes prises en charge. Je sors de ce comité de pilotage assez satisfait parce que quand même ça répond à nos préoccupations lorsque nous entrons dans la salle et nous estimons qu'également en 2021, comme cela a été planifié,
ça va se dérouler à la satisfaction des collectivités territoriales de notre pays. Malgré les contraintes de la Covid, le PNDL a fait de très bons résultats. Donc vraiment me féliciter, remercier M. le ministre, parce que c'est grâce à lui. Mais surtout remercier le président Macky Sall pour l'équité territoriale qu'il veut prôner dans l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal. La promotion du développement territorial, l'amélioration de la compétitivité et de la gouvernance territoriale, le développement des chaînes de valeur autour du désenclavement sont autant d'axes clés investis par le PNDL. Et Oumar Gueye de mettre en évidence le poids du programme dans le rayonnement des collectivités territoriales durant l'année. Nous avons vu qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'avancées. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui a validé le PACASEN rural pour 352 milliards sur 5 ans, mais également la tenue de la table ronde avec les partenaires au développement et les rencontres B2B que le PNDL est en train de faire. Le PDZP aussi, c'est important. C'est un programme de pistes qui est en train de se dérouler, qui est donc un programme très important de désenclavement et qui a un succès retentissant auprès des collectivités territoriales, sans compter les renforcements de capacités qui sont donc orientés vers ces collectivités territoriales. Au terme de cette session, le rapport d'activité technique 2020 a été approuvé, de même que le budget 2021 pour un montant de 12,8 milliards 850 millions 066 667 francs. Suite aux nombreuses mutations dans l'espace du développement territorial, le PNDL, instrument phare du développement des collectivités territoriales, est bien outillé pour y faire face. Les décès dus au Covid et les cas graves repartent à la hausse. Ces dernières 24 heures, 7 décès ont été enregistrés, 41 cas graves recensés, 139 nouvelles contaminations ont été répertoriées. Les chiffres du Covid-19 avec le directeur de la prévention, le docteur Eladj Mamadou Ndiaye. Sur 1379 tests réalisés, 139 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,08%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 43 cas contacts suivis par nos services. Un cas importé a été enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 95 cas issus de la transmission communautaire ont été notifiés et répartis comme suit. 12 dans la commune de Kaola, 10 à Touba, 6 à Richard Toll et à Tivaouane, 5 à la Médina et à Thiès, 4 à Dakar Plateau et à Guinguinéo, 3 à Mermoz et Sacré-Cœur, 2 à la cité Biagui, Fan Résidence, Fatick, Kaffrine, Keur Massar, Louga, Matam, Mbaké, Mbour et Parcelles Assainies. 1 aux Almadies, Amitié 2, Bambey, Centenaire, Cité Keur Gorgui, Diourbel, Foundiougne, Kédougou, Khombol, Liberté 4, Mamel, Nioro, Pété, Pikine, Point-E, Yoff et Ziguinchor. 105 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 41 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 7 décès ont été enregistrés ce mardi 29 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 18 945 cas ont été déclarés positifs, dont 17 201 guéris, 402 décédés et donc 1341 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, tout en leur faisant les recommandations du jour. Prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils de ce matin. Notamment le port correct de masque,
bien ajustés couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains à chaque fois, recourir de manière précoce aux structures de soins ou consulter un personnel de santé qualifié dès que vous vous sentez malade. Des recommandations à suivre du sport à ce stade du journal avec l'ex-international sénégalais Bailey qui a été nommé aujourd'hui nouvel entraîneur du Standard Liège, un club de première division en Belgique, et remplace à ce poste le Français Philippe Montagnier limogé. Bailey devient le premier Sénégalais sur un banc de l'élite du football belge, Ibrahim Mboup. Passion, fierté et ferveur. Ces trois mots résument la réaction de Bailey après l'annonce de sa nomination. Le choix du Sénégalais est un événement, d'autant plus que voir un Africain sur le banc d'un club professionnel en Europe est assez rare. Jusque-là, seuls 3 Africains ont été promus entraîneurs en première division belge. Bailey est le premier Sénégalais à ce niveau. Il arrive dans un club qu'il connaît très bien. Il y a joué entre 2010 et 2012. Entraîneur adjoint aussi entre juin 2019 et juin 2020. Je n'avais pas besoin de beaucoup de temps pour m'adapter parce que je connaissais la plupart des gens ici, le staff médical, le staff technique, je connaissais le coach et tout son staff. Pour moi, c'était facile. Et pour certains joueurs, j'ai joué avec eux ici au Standard ou j'ai joué avec eux dans d'autres clubs. En tant que footballeur, Bailey n'a eu que 2 sélections avec le Sénégal. Mais il a marqué les esprits en Jupiler Pro League pendant 12 ans, entre 2007 et 2017. Un attaquant redoutable. Il a fait les beaux jours de Zulte Waregem, Lokeren, Moucron et la Gantoise après un passage en France. Un homme décrit comme un grand bosseur. Dans tous les clubs où je suis passé, pour moi la logique c'est de travailler, mais travailler dur pour arriver à un objectif. Et l'objectif final, c'est des bons résultats. Et donc, dans ce sens-là, il n'y a que le travail qui peut t'en sortir. Durant ces dernières années de carrière, Bailey a eu une autre casquette, celle de consultant. Décrypter les matchs, parler de tactique, une passion chez lui. Quand tu ne gagnes pas les premiers ni les seconds ballons, c'est très difficile quand tu n'es pas dans les duels. C'est très difficile de faire une bonne prestation. Là, on retrouve une équipe qui est un peu retombée dans ses travers par rapport au match qu'on a vu à Courtrai où on a été dominé tout le temps dans les premiers, dans les duels et partout. Bailey a 38 ans. Il est né le 1er décembre 1982 à Birkelane. Nommé coach du Standard le 30 décembre 2020. Un joli cadeau de fin d'année. Voilà, l'ex-international sénégalais Bailey a donc été nommé aujourd'hui nouvel entraîneur du Standard Liège, un club de première division en Belgique. Le championnat de football débute le 2 janvier prochain au Sénégal, une reprise dans le respect des mesures barrières dans ce contexte de pandémie. Les matchs se joueront à huis clos avec une jauge minimale de 90 personnes. 15 journalistes seront accrédités pour chaque affiche. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur nos plateformes digitales. Je vous souhaite une excellente soirée.